Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici tout de suite les titres de ce vendredi. Affrontement meurtrier en Irak, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées, des centaines d'autres blessées. Alors que le mouvement de contestation se poursuit, quelles sont les raisons de cette colère lancinante qui explose? Analyse à suivre. Un week-end d'élection au Portugal. D'abord, le Premier ministre socialiste est donné favori. Quel bilan 8 ans après le début de la crise? On fera le point avec Michel Santos du service portugais d'Euronews. Retour aux urnes aussi pour les Kosovars après la démission cet été du Premier ministre Ramush Haradinaj, emporté par des soupçons de crimes de guerre. Quels enjeux alors que le pays est miné par la pauvreté et la corruption? Julien Pavy nous en dira plus. Et puis en plein Brexit, c'est une toile qui ne devrait pas plaire aux députés britanniques. Un tableau réalisé par l'artiste Banksy bien avant le Brexit représente des chimpanzés assis à la place des députés à la Chambre des communes, adjugé vendu hier pour 11 millions d'euros. C'est un pays en partie coupé du monde, sans Internet, secoué par une contestation d'ampleur depuis 4 jours, partie justement des réseaux sociaux. En Irak, les manifestants réclament un changement de régime et des emplois. Les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur la foule. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées. Les détails avec Marc Bouchage. En Irak, de nouveaux affrontements entre manifestants et forces de sécurité ont eu lieu vendredi à Bagdad. Le Premier ministre, contesté par une partie de la population, a appelé les Irakiens à la patience. Les manifestants réclament des emplois pour la jeunesse et le départ des dirigeants qualifiés de corrompus. Les promesses du Premier ministre Adel Abdelmahdi sont là pour duper le peuple. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous tirer dessus. Aujourd'hui, c'était une manifestation pacifique. Ils ont érigé des barricades et un sniper est assis là-bas depuis la nuit dernière. Selon l'agence Reuters, le nombre de morts dépasserait les 40 depuis le début du mouvement qui a débuté cette semaine dans la capitale avant de s'étendre à de nombreuses villes du sud du pays à majorité chiite comme Nadjaf. Le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité chiite d'Irak, exhorte le gouvernement et les députés à répondre aux demandes des manifestants. Pour en parler ce soir, mon invité Myriam Benrad, professeure à l'ILERI, l'école des études internationales. Bonsoir Myriam. Expliquez-nous quelles sont les revendications de ces manifestants. Ce sont des revendications de long terme qui concernent plusieurs volets, je dirais, de la reconstruction. Une reconstruction qui n'a pas eu lieu depuis la libération d'un certain nombre de provinces des griffes de l'État islamique. Ces revendications, elles sont d'ordre politique. Tout d'abord, la dénonciation de la corruption des élites, leur incapacité à mettre en œuvre un certain nombre de réformes. Ensuite, je dirais qu'elles sont socio-économiques. Il y a une forte demande sociale en services, en biens, bien-être, en infrastructures, système de santé et autres. Tout ce dont la population manque depuis de longues années. Et puis, il y a aussi une forte demande nationaliste. C'est à travers ces manifestations, c'est aussi le rejet des ingérences extérieures, notamment les ingérences de l'Iran, mais aussi celles des États-Unis. Mais j'aimerais tout de même dire une dernière chose, ce ne sont pas des revendications nouvelles. Ce ras-le-bol, cette colère populaire, elle est présente, même de manière sourde, depuis très très longtemps. Merci beaucoup Myriam Benrad pour toutes ces précisions. Autre contestation qui dure depuis déjà 4 mois à Hong Kong. Les autorités cherchent la parade contre une mobilisation qui ne faiblit pas. Elles ont interdit aujourd'hui le port du masque utilisé par les militants pro-démocratie lors des rassemblements. La réponse n'a pas tardé. Les manifestants ont érigé de nouvelles barricades aujourd'hui, le visage masqué. Nous vous en parlions hier, cette attaque au couteau à la préfecture de police de Paris par un employé. 4 policiers sont morts, l'assaillant a été abattu. Ce soir, on apprend que le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. C'est un survivant du socialisme en Europe. Le socialiste Antonio Costa semble bien parti pour être reconduit lors du scrutin des législatives qui se tient ce dimanche au Portugal. Pour en parler ce soir sur le plateau d'Euronews, Michel Santos du service portugais de la chaîne. Alors, Antonio Costa avait promis de tourner la page de l'austérité après la crise de la dette qui a secoué le pays en 2011. Est-ce que c'est un bilan positif pour Antonio Costa? Bon, c'est un bilan positif une fois que le pays a
rentrer dans les croissances économiques. En tout cas, le pays n'a pas sorti de l'austérité. Les impôts sont très élevés et il n'y a pas grand investissement public. Donc, le pays est dans le rouge encore. Mais Antonio Costa a eu le mérite de faire retourner la confiance et l'investissement étranger dans le pays, et en sachant que les indicateurs économiques sont pas mal. On voit le chômage est descendu de 13% à 7%, donc c'est pas mal. Il y a eu la croissance économique très positive en 2017 qui a monté jusqu'à 3%. Et cette année aussi, il a la prévision de croissance aussi de 1,7%. Alors, Antonio Costa avait noué une alliance inédite avec le Bloc de gauche et le Parti communiste. Est-ce que cette fois-ci, il va pouvoir s'affranchir de ses partenaires ? Bon, ça c'est une des questions de ces élections. Il a réussi à avoir une alliance législative avec les communistes et les bloquistes, qui sont un peu plus à gauche. Mais ce n'était pas une alliance gouvernementale, ça veut dire que ces deux forces n'ont pas entré dans le gouvernement, mais qui sont mis d'accord sur la gouvernance. Donc, cette fois-là, il faut voir si Costa a besoin d'eux, parce qu'il y a une autre partie, c'est PAN, c'est une partie liée à l'écologie, les animaux et tout ça, qui a vraiment monté un peu et qui peut-être peut lui donner la majorité absolue pour contrôler le Parlement. Et là, on va voir s'il va se retourner aux anciens alliés ou s'il va faire une nouvelle collégation. Merci beaucoup Michel pour ces précisions. Et on suivra évidemment donc ces élections dimanche au Portugal. Autre scrutin attendu ce dimanche, les élections législatives anticipées au Kosovo. Elles font suite à la démission du Premier ministre Ramush Haradinaj qui se représente. Pour en parler, nous retrouvons au cœur de la rédaction Julien Pavy, journaliste Euronews. Bonsoir Julien, plus de 10 ans après sa déclaration d'indépendance, l'ex-province serbe est toujours en quête de stabilité, Julien. Oui, en effet, il s'agit du 4e scrutin législatif en l'espace de 11 ans. Aucune des précédentes législatures n'est allée au bout de son mandat et aucun parti en lice pour cette élection ne devrait remporter la majorité absolue. Alors quelles sont les forces en présence ? D'un côté, il y a le parti au pouvoir, le PDK, emmené par d'anciens combattants de la guerre du Kosovo, mais c'est une classe politique qui est fragilisée aujourd'hui par un contexte économique très défavorable, une grande pauvreté, le chômage et la corruption qui ont poussé nombre de Kosovars à partir à l'étranger. L'opposition espère en profiter, elle pourrait former une coalition regroupant la gauche nationaliste et la LDK, un parti de centre-droit dirigé par une femme, Josa Osmani, qui a fait de l'intégration à l'Union européenne et à l'OTAN une priorité. L'adhésion à l'Union européenne, un rêve qui semble encore bien lointain pour les Kosovars, alors que 5 États membres de l'Union européenne, dont l'Espagne et la Grèce, refusent toujours de reconnaître la souveraineté de l'ex-province serbe. Et le Kosovo qui d'ailleurs entretient toujours des relations exécrables avec la Serbie et les tensions restent vives entre la majorité albanaise et la minorité serbe. Merci Julien pour ces précisions. Et comme chaque jour désormais, nous vous proposons de faire un tour d'horizon des sujets que les autres services linguistiques d'Euronews ont choisi de traiter. Et on commence par l'équipe grecque qui relate l'appel lancé par le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis à la Turquie pour que le pays assume ses responsabilités et contrôle davantage le flux migratoire. Plus de 3,5 millions de réfugiés syriens se trouvent en Turquie et rien qu'au mois de septembre, plus de 10 000 migrants sont arrivés depuis les côtes turques en Grèce. The UK government has published guidelines for businesses. Et puis notre correspondante Bréony Williams s'est intéressée aux conséquences d'un retour de contrôle avec le Brexit pour les transporteurs ou cette grossiste par exemple qui reçoit sa marchandise d'Italie ou des Pays-Bas. Un saut dans l'inconnu. Notre journaliste explique néanmoins que le port de Douvres assure avoir mobilisé des ressources supplémentaires car il le sait, il est le premier convoyeur en flux tendu du Royaume-Uni. Get their goods as easily as they can now, and it can't prepare for the unknown. Et le Brexit justement, Boris Johnson a toujours assuré que le pays sortirait de l'Union européenne d'ici au 31 octobre, accord ou pas. Selon des documents émanant du gouvernement et consultés par la justice écossaise,
eh bien, le Premier ministre pourrait se résoudre à demander un report du divorce avec l'Union européenne si son plan n'aboutit pas d'ici au 19 octobre. Et c'est un tableau qui ne devrait guère plaire aux parlementaires britanniques, réalisé bien avant le Brexit par le street artiste Banksy. La toile représente des chimpanzés assis à la Chambre des communes en lieu et place des députés, adjugé hier à Londres pour plus de 11 millions d'euros. Audrey Tilve. Prix de départ, 1 100 000 livres sterling, vente adjugée à 9,9 millions de livres, plus de 11 millions d'euros. En 13 minutes, le record pour une œuvre de Banksy a littéralement été pulvérisé. Le tableau mis aux enchères par Sotheby's est, il est vrai, d'une brûlante actualité. Représentant le Parlement britannique occupé par des chimpanzés, l'œuvre convoitée par une dizaine de collectionneurs a été vendue à un acheteur privé resté bien évidemment anonyme. Étrangement prémonitoire, le tableau a été peint par le street artiste britannique il y a 10 ans. Il l'avait vendu en 2011. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'aujourd'hui, cette image a une immense valeur, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en Europe et au-delà. C'est l'une des plus anciennes démocraties au monde et cette image met en évidence la régression vers un comportement tribal et primitif. Et ce, quel que soit le camp dans lequel on se trouve sur le Brexit. Il est clair que ces dernières semaines, nous avons vu des comportements invraisemblables à la Chambre des communes. L'artiste, dont l'identité reste secrète, a regretté sur Instagram que l'œuvre ne lui ait plus appartenu au moment de la vente. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. L'information continue tout de suite sur Euronews et euronews.com. Lundi, vous retrouverez Julien Pavy pour Euronews. Passez une très belle soirée et un très beau week-end.